donnera quelques secondes au photographe et ensuite on commencera. Je rappellerai aux photographes de ne pas utiliser leur flash pendant la conférence de presse, s'il vous plaît. Je pense qu'on peut commencer si les photographes voulaient bien prendre leur place. Bonjour, Robert de Montréal. Non, c'est uniquement pour la traduction. Exactement. Bonjour et bienvenue à la conférence de presse de Mummy en compétition à Cannes. Nous sommes ravis d'accueillir nos invités. Je vais vous les présenter en commençant à l'autre bout de la table avec la productrice du film, Nancy Grant. Nancy, en plus d'avoir produit le film précédent de Xavier Dolan, Tom à la ferme, est associée à un cinéma québécois jeune et novateur avec des films tels Vic et Flo en veut une os et Nuit numéro 1. Nancy, bonjour. À côté d'elle, une révélation dans le rôle de Steve Després, Antoine-Olivier Pilon. Il a déjà joué pour Xavier dans son clip College Boy et dans Laurence Anyways. Une comédienne qu'on associe bien au cinéma de Xavier Dolan. C'est la troisième fois qu'elle joue pour lui, après Les Amours imaginaires, dans le rôle bien nommé de Désirée et de J'ai tué ma mère, rôle qui lui a valu le prix Jutra, nos Césars canadiens de meilleure actrice. Anne Dorval. Enfant prodigue et monstre sacré, Xavier Dolan est bien connu des publics cannois. C'est son cinquième long métrage, son quatrième film à Cannes. Il est producteur, scénariste, monteur et réalisateur pour le film. Il a remporté le prix La Quinzaine des réalisateurs pour J'ai tué ma mère. Il a remporté 2 fois le prix Regard Jeune ici à Cannes pour J'ai tué ma mère et pour Les Amours imaginaires. Et il a remporté aussi la Queer Palm pour Laurence Anyways. Il a été 3 fois en lice pour le César de meilleur film étranger. Xavier Dolan. Bravo Xavier. Suzanne Clément joue Kyle, la voisine qui nous laisse, nous les spectateurs, bègues. J'ai tué ma mère et Laurence Anyways ont été ses 2 premières collaborations avec Xavier. Alors, son rôle dans Laurence Anyways lui a valu le prix d'interprétation féminine Un certain regard en 2012. Nous commencerons donc... pardon, Suzanne. Nous avons déjà une question sur le côté. Bonjour, Thiago Stivaletti, Univers Online Brésil, ici. Ma question, c'est pour Xavier Dolan. Monsieur Dolan, 100 longs métrages, déjà 2 films avec mère au titre. Dans quelle mesure vous sentez que la relation avec votre mère nourrit votre œuvre? Et vous ressentez que ça reviendra toujours de temps en temps dans vos films? Merci. La relation avec ma relation avec ma mère m'a inspiré pour mon premier film, qui était autobiographique. Après, par la suite, je pense que la figure de la mère en soi m'a inspiré pour les autres. Mais là, ici, en l'occurrence, dans Mommy, c'est vrai qu'on revient encore au thème des relations mère-fils et de la mère aussi, comme figure centrale du film. Mais ça n'a rien à voir avec ma vie. Puis avec ma mère. Ma mère est diamétralement opposée au personnage de Diane. Sinon, je pense que... Je ne sais pas pourquoi c'est un thème puis un territoire aussi fertile, aussi inspirant, aussi enrichissant pour moi que de parler de la place de la mère dans la société. La place de la femme aussi, j'imagine. Moi, j'ai grandi avec une mère monoparentale. Je voyais mon père, évidemment, mais je l'ai vu
se battre pour certaines choses, abdiquer pour d'autres. Et puis souvent, ça m'a inspiré, ça m'a donné l'envie avec le cinéma, de la venger, de nous venger, je pense que c'est le propre, en fait, du cinéma. C'est que on a le droit, on a tous les droits, on a toutes les libertés pour gagner, pour faire ce que la vie ne nous laisse pas faire. C'est ça la beauté de ce média-là, je pense. Voilà. Merci. Une question sur le côté droit. Bonjour. Oui, pardon. Hoda Ibrahim, Monte Carlo Doualia et Radio France Internationale. Je voudrais savoir si vous êtes content parce qu'enfin vous êtes à la compétition à Cannes dans ce film qui nous a épatés et qui, je trouve, il est le plus moderne et le plus proche de jeunes partout dans le monde aujourd'hui. Alors, je voudrais savoir deux choses. La première question, d'où vous vient cette frénésie de travailler, de tout faire pratiquement sur vos films? Comment vous faites? D'où vient cette énergie? Et deuxième question, le père qui était présent malgré son absence dans votre film, c'est quoi le rôle de votre propre père dans la vie? Vous avez un peu évoqué ça là maintenant. Vous parlez beaucoup de la mère, mais très peu du père. Donc voilà la question. Merci. OK, donc, je commence par le début. Oui, je suis très heureux d'être en compétition officielle pour répondre à votre première question. Ensuite, où je trouve l'énergie de faire ça, je sais pas, écoutez, c'est ma passion. Si c'est pas un devoir pour moi de faire un film. Je sens pas que j'ai besoin de faire un film à chaque année ou à chaque 6 mois. Ou c'est une nécessité. C'est ma manière à moi de m'exprimer. Puis, je pense que les plateaux de tournage, pour ceux qui les connaissent, que ce soit des acteurs, des réalisateurs, des directeurs photos, ça procure une adrénaline absolument unique et c'est comme une drogue dure, en fait. On n'en revient jamais vraiment, on en a besoin. Et pour moi, mon rythme de consommation est élevé. J'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de créer. Je pense pas vraiment en termes de rapidité. Le but, c'est pas de faire un statement puis d'œuvrer rapidement à un rythme. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de répondre au désir d'une histoire qui a besoin d'être racontée, qui semble tout à coup pertinente. Et puis, j'ai tout mis en œuvre et j'ai essayé de m'encadrer, de m'entourer des amis, des gens que j'aime, que j'admire, comme les personnes qui... comme les personnes qui m'entourent à cette table pour pouvoir créer librement, comme je le veux, parce que je sais pas combien de temps il nous reste, jamais. Je sais que je suis jeune, mais c'est vrai que moi, je me demande combien de temps il nous reste pour créer dans ces paramètres-là, je me le demande. Je me dis, mieux vaut le faire maintenant. Donc, c'était quoi la dernière question? Le père. C'était beaucoup de questions. Moi, j'ai un père avec qui j'ai un rapport amical et familial formidable aujourd'hui, de qui je me sens très proche, mais les choses n'ont pas toujours été ainsi. Quand j'étais petit, je le voyais moins, premièrement. Ma mère avait la garde presque à temps plein, puis on se voyait un week-end sur 2, lui et moi. Et je n'ai pas assez connu mon père jeune, je ne l'ai pas assez observé, je ne l'ai pas assez admiré ou aimé ou détesté, ou j'ai pas vécu ces émotions fortes avec lui qui nous poussent à nous inspirer sur les êtres qui nous habitent et qui font en sorte qu'on a envie d'écrire sur eux, on a envie de partager sur eux. On connaît leurs défauts, j'ai pas assez bien connu mon père. Et puis de film en film, c'est devenu presque une habitude que le père soit évacué, pas volontairement, pas délibérément. L'envie me vient pas de parler du père. Je n'ai pas envie de venger la figure du père. Je n'ai pas envie de le mettre, de scénariser des situations particulières avec lui où il devrait s'en sortir, où il devrait résoudre un problème ou se défendre soi-même face à la société, face au monde. Ce n'est pas une figure qui m'impressionne. La figure du père en général. Mon père à moi m'impressionne. Mais la figure du père en général
je ressens envers la femme, envers les mères, envers un besoin de faire des personnages féminins forts qui répondent, et ça a toujours été le cas depuis le début, je pense, avec toi dans Laurence. Et je sais que ça n'a pas toujours nécessairement plu que des personnages féminins marchent parfois en dehors de certains sentiers, mais pour moi, c'est primordial. Ça me vient comme ça, de parler comme ça des bons. Voilà, c'est tout. Bon, j'ai assez répondu à cette question, pardon. Merci. Une question ici au milieu. Hi, my name is Reka Salka. I'm from Hungary, Magyar Nagy, and I have Je viens de Hongrie, j'ai deux questions pour vous. En anglais, c'est bon? C'est pour qui la question? Pour le réalisateur. Une question sur la musique, son utilisation dans le film. La musique est importante, chaque moment du film a sa propre musique. Comment choisissez-vous vos extraits musicaux? Ou est-ce que vos extraits musicaux sont choisis pour transmettre un message? Seconde question, l'âge. Est-ce que les gens vont comprendre ce que vous voulez dire? Si on voit votre premier film, par exemple, qu'avez-vous appris? Comment est-ce que vous avez géré tous ces films que vous avez réalisés? Comment gérez-vous tout ce que vous faites? Au sujet de la question sur la musique pour moi est l'âme du film. Il est inévitable que je mette de la musique dans tous mes films. On peut se demander quelle est la nécessité de la musique dans un film. Pour moi, dans Mommy, je préférais qu'on joue de la musique dans le film plutôt que de la musique sur le film. Les chansons que l'on entend dans ce film viennent le personnage de Steve avant qu'il ne disparaisse. Et donc, l'utilisation de la musique en Mommy, qu'on entend dans les bars, dans les voitures, etc. Tout cela, c'est un moyen pour moi d'incorporer la musique dans mon film sans me mettre en avant, en mettant voilà mes goûts musicaux. Moi, je voulais que tout ça soit incorporé dans la vie des personnages. Ce n'est pas ce qui correspond le mieux au film. C'est pas cela. Et il y a certains choix qui sont peut-être erronés, pour certains que vous penserez qu'ils sont erronés. Enfin, en ce qui me concerne, c'est de la musique des années 90 jusqu'au début des années 2000 que j'apprécie. Enfin, j'ai un petit peu oublié les autres parties de votre question. Alors sur l'âge, quelle question avez-vous posée sur l'âge? Désolé. Well, I'm thinking that ideally I would not try to build limits for myself. Personnellement, je ne vais pas m'imposer de limites à cause de mon âge. Alors quand devrais-je commencer à raconter des histoires et partager les histoires que je souhaite conter? Je crois qu'il y a un âge, peut-être, pour savoir comment conter des histoires, mais il n'y a pas d'âge pour commencer à les conter. Je ne pense pas de moi que je suis jeune. Je ne me vois pas comme quelqu'un de jeune. Je suis ni jeune ni vieux. J'ai l'impression simplement que j'essaie de faire les bonnes choses dans l'ordre pour raconter une histoire qui me hante d'un certain point de vue. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Comment vous avez appris à réaliser? Comment avez-vous appris à réaliser? Je ne sais pas, je suis acteur depuis l'âge de 4 ans. J'ai observé le travail des autres réalisateurs. J'ai aussi vu de nombreux films lorsque j'étais adolescent. Peut-être pas le genre de film que vous aimez, mais le genre de film que les enfants aiment. Et il y a beaucoup de films intéressants.
Il y a beaucoup à faire pour observer ce qu'il y a autour de nous. Lorsque j'étais enfant, j'étais fasciné par les codes et les règles que l'on trouve ici ou là dans le monde, dans les films. Alors, on devrait peut-être parler de Titanic. Désolé. Lorsque j'ai vu Titanic, j'ai compris qu'il y avait une sorte de pensée particulière concernant la réalisation des films. Il y a des moments où il y a des choses qui arrivent, des moments où il n'y a rien qui se passe, la musique, les costumes, etc. Et c'était un projet tellement ambitieux, Titanic, que ça m'a donné le courage, ou peut-être pas le courage, mais en tout cas la foi, de me lancer dans des idées folles et ambitieuses. Et ça ne me fait pas peur. Je n'ai pas peur de l'ambition, je n'ai pas peur que les gens détestent mes films ou ne les aiment pas. Vous avez parlé de la peur. Moi, j'ai des craintes. J'ai peur de trébucher sur le tapis rouge des marches. J'ai peur, mais je n'ai pas peur de raconter une histoire et de créer une histoire avec les gens qui m'inspirent. Bonjour. À droite. On m'entend pas? Oui. Bonjour, Émilie Olivier du maxcinema.fr. Félicitations pour le film. On considère que c'est le meilleur film qu'on ait vu en compétition. J'avais une question par rapport au personnage de Dai. Donc c'est autant une question pour vous que pour Anne. Quand je l'ai vu, déjà je ne l'ai pas reconnu par rapport à l'autre film. Je parle de Anne. C'est bien. Et j'avais l'impression de voir un mélange de Marisa Tomei et et aussi de Jennifer Lopez. Vous voyez la mode qu'il y avait dans les années... Attendez, je m'explique. La mode qu'il y avait, les jeans customisés, etc., pas de def, les choses très brillantes, très courtes, qu'on voyait dans la mode des années 2000-2002. Et je voulais savoir si c'était un choix délibéré et aussi comment vous avez tous les deux composé le personnage de Dai. Merci. Ben vas-y, c'est toi qui as eu l'idée. Mais on parle des costumes avant ou on parle de... On peut parler des costumes. Ben oui, je sais pas. Des costumes, oui, puisque ça mais vas-y. vient d'être... Ben non, mais c'est toi qui les as choisis. OK. Moi, j'ai rien décidé, je les ai portés. Ah non, tu n'as rien décidé. Ben non, mais j'en ai choisi parmi ceux que tu avais déjà... T'avais déjà mis en réserve, mais... Non, mais Anne est une personne extrêmement... Où êtes-vous? Je vous... OK. Anne est une personne extrêmement créative, qui a énormément de goût dans la vie, puis avec qui on aime beaucoup parler de mode, puis tout ça. Puis je pense que mes derniers films se passaient dans les années 90 ou dans un monde moderne, des années 2000, dans un quartier hipster, donc encore dans les années 90, en théorie. Mais maintenant, en abordant Mommy, c'est sûr les épaulettes, les machins, les trucs hipsters, ça n'a pas vraiment lieu d'être pour des... Moi, j'ai essayé de me fier le plus possible aux gens que j'observais quand je vivais dans... Le film a été tourné dans mon quartier d'enfance, le quartier où j'ai grandi. Donc, j'essayais de me souvenir au meilleur de ma capacité, de ma mémoire, en fait, à quoi ça ressemblait. Or, il y a un côté assez... ordinaire dans les aspects vestimentaires du film qui, pour moi, faisait en sorte que les personnages peuvent exister dans une intimité plus humaine, plus détendue que des concepts de création de costumes de film. Mais le personnage d'Anne est, de toute évidence, dans le film, quelqu'un qui aime se mettre en valeur. Oui, on peut dire. Un être avec sexué. Plus ou moins de goût. Avec plus ou moins de goût. Ça arrive. Mais elle aime quand il y a des trucs argent qui disent rebel chic. C'est elle. Elle aime ces détails, elle aime ces fioritures-là. Ça la fait sentir jeune, ça la fait sentir dans le coup. Ouais. Et moi, personnellement, quand je regarde les costumes de Dai, je les trouve assez beaux, je les trouve assez sexy, en fait. Je les trouve pas... j'ai pas l'impression de me moquer d'elle ou de... En tout cas, je vous jure que je me moque pas d'elle. Il y en a encore. Partout autour de moi, il y a toutes sortes de goûts. Puis surtout, ce que je remarquais de mon enfance, en fait, de mon adolescence, c'est que il y a des gens qui suivent la mode, mais il y a aussi des gens qui... Ils sont juste un peu en retard. Qui essayent de la suivre et ça ne fonctionnera jamais. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a des gens qui travaillent aussi, puis il y a des gens qui n'ont pas le temps d'aller faire les boutiques puis d'être à la fine pointe tout le temps, à chaque heure, à chaque seconde, tu sais. Je pense qu'ils ont...
Donc, donc il y a un retard. Ouais. Oui. Mais je pense Peut-être un manque que d'intérêt Guy a aussi. travaillé fort quand même pour son look. Moi, je pense qu'elle a travaillé. C'est très étudié. C'est très, très étudié. Oui. Et c'est comme une femme vieillissante qui s'imagine qui est encore à l'âge de 18 ans, une adolescente. Veux-tu sortir avec moi? Oui, voilà. Non, peut-être. Oui. Ouais. Elle est très, très sexuée. Puis en même temps, quand elle rencontre cet homme qui est son voisin, qui la drague un peu, ben, elle devient comme une espèce d'enfant qui ne sait pas comment réagir. Elle rougit, elle est heureuse, mais elle n'ose pas. Il y a une certaine timidité aussi, comme une débutante. Et c'est ça qui est très touchant dans ce personnage-là aussi, pour moi. Elle a plein d'aspects, elle a plein de... Ouais. Sur le côté, oui. Good morning, Peter Hall from the Toronto Star. Congratulations to you all. Peter Hall, Toronto Star, félicitations à tous. Xavier, vous ne souhaitiez pas qu'on vous pose cette question. Vous avez dit ça dans vos notes de production. Vous ne vouliez pas trop qu'on parle de votre mère et vous ne voulez pas qu'on pose de questions sur cette question, mais je vais vous poser quand même cette question. Moi, je ne voulais pas qu'on pose la question parce que je ne voulais pas que ce soit vous qui me posiez cette question. Je ne saurais même pas pourquoi moi-même. C'est pas quelque chose de prévu. C'est pas est-ce que je veux tuer ma mère. C'est pas ça la question. Ce n'est pas volontaire en tout cas. Lorsque j'ai dirigé, j'ai tué ma mère, il fallait que je sorte un peu de l'enfance, je suppose. Et donc, c'était comme un caprice. Anyway, one of those words. Character, and he was perhaps arrogant and et c'était un personnage un peu arrogant, impétueux. Et maintenant, ce n'est pas du tout lié à ma mère. Le film « J'ai tué ma mère », ça n'a rien à voir. Mais je ne peux pas m'empêcher de voir qu'il y a une sorte d'équilibre entre les deux aspects dans la relation entre la mère et le fils. Dans J'ai tué ma mère, le fils raconte sa propre histoire. C'est pas vraiment un film du point de vue de la mère, mais elle est au centre quand même de ce film. Ce n'est pas un film sur les gens qui se détestent, c'est un film sur des gens qui sont tellement compatibles ensemble, ils ne sont pas du tout incompatibles, qu'ils ne peuvent pas obtenir suffisamment de l'autre. Et cette situation est insupportable. Ils s'aiment, mais tout parle contre eux, contre leur relation, et notamment la couche sociale à laquelle ils appartiennent. C'est un film sur le rêve américain, sur la façon dont le milieu social peut s'approprier ce rêve, mais ce rêve n'a jamais été conçu pour eux. Et le système le leur dit. Et dans leur vie, dans leur formation, dans leur éducation, c'est comme s'ils étaient condamnés à ce que ça n'aille pas bien, alors qu'ils ont beaucoup d'espoir. Il y a tellement de choses dans leur contexte de vie qui parlent contre eux. Donc c'est un contexte beaucoup plus large que le film « J'ai tué ma mère ». Non, ce n'est pas ma mère dans ce film. Elle n'est pas ma mère. Elle est très éloignée de ma mère. Faites-moi confiance, croyez-moi. Donc j'aimerais beaucoup répondre oui à votre question, mais ce n'est pas du tout le cas. Tania Lapointe de la télévision de Radio-Canada ici. Je suis étonnée, en fait, que la question n'a pas déjà été posée concernant le ratio 1-1, donc le carré parfait. Et je me demandais, Xavier Dolan, pourquoi ce choix artistique, mais également aux acteurs. Est-ce que ça vous a forcé à jouer autrement devant l'objectif? J'y pensais pas, moi, honnêtement. Je savais que c'était comme ça, mais à un moment donné, on l'oublie. Il faut oublier la technique, d'ailleurs, si on veut s'abandonner un peu, mais... Non, moi, je faisais confiance au directeur photo, à Xavier, qui savait exactement où il s'en allait, qui avait réfléchi longuement, puis non, on n'a pas pensé à ça. Ben, je sais pas pour les autres, mais pas moi. Moi, je savais même pas ce que ça voulait dire un pour un. Xavier m'a dit, tu vas être plus en valeur dans le plan, donc je lui ai fait confiance et l'effet a l'air de fonctionner. Moi, en fait, André Turpin,
mon directeur photo, m'avait dit à l'époque de College Boy qu'il avait toujours rêvé de tourner en 1 pour 1. Et quand on a tourné le clip d'Indochine, j'ai dit, essayons, faisons-le. Et en le faisant, j'ai réalisé que ça mettait énormément en valeur le personnage, forcément parce que les distractions horizontales sont coupées. En 2.35, il y a le personnage au centre, puis il y a plusieurs choses qu'on peut être tenté de regarder là. Avec le 1 pour 1, j'avais l'impression que le regard du spectateur était... Emprisonné. Non. Voilà, d'accord. Pourquoi pas? Emprisonné. Non. Non, mais... dis-le. Oui, non, mais tout à fait. C'est pas vilain, ce que j'ai dit. C'est pas vilain, Bon. c'est pas vilain ce que tu as dit. C'est pas une vilainie. Donc voilà, que le personnage du spectateur était emprisonné dans... en fait, le regard du spectateur, pardon, était emprisonné dans le regard du personnage. Et puis, forcément, pour des raisons qu'on ne révélera pas, il y avait dans cette restriction-là, après, de belles possibilités pour les moments plus heureux, où on a envie peut-être de jouer avec le langage. Adieu au langage. Non, mais de jouer avec le langage. Petite boutade de festival. Suzanne, votre rôle ici est tellement différent de ce que... à quoi on pense avec vous, pour Laurence Anyway, par exemple. Comment est-ce que vous avez travaillé avec Xavier pour créer ce rôle? Dans quoi est-ce que vous avez puisé? Et puis, le bec, est-ce que c'était un handicap pour vous en tant que comédienne ou c'était un outil? Non, ça a été un bel outil. C'est Xavier qui l'a écrit comme ça, en fait, qui m'a... Je crois qu'il avait envie de me challenger, disons, on va dire ça à la québécoise. Et ça marchait, ça m'a beaucoup étonnée, en fait. Dès la première journée de tournage, le personnage m'a étonnée. Je sais pas d'où elle est arrivée, mais... ouais, voilà, donc ça a été... On l'a créé ensemble, je dirais. On l'a... Oui. Quand même. Mais je trouve. Est-ce qu'on peut parler il y a un truc intéressant derrière ça avec Suzanne, en fait, c'est que je l'ai approché très tôt. Je savais que je voulais faire un film à 3. Un film où les 3 personnages deviendraient un, où il y aurait une fusion. Mais sur papier, ce que j'ai soumis à Suzanne était un peu un nid de vipère. C'était... pas un nid de vipère, c'est peut-être pas la bonne expression, mais il y avait plusieurs embûches, plusieurs écueils avec le personnage de Kayla. Puis c'est ce fameux, en fait, personnage secondaire qu'on n'a tellement pas envie, en tant que cinéaste, que les gens disent « Pourquoi? » On a envie qu'il soit parfait, qu'il existe, mais sans lui, en lui donnant des scènes. Il y a un équilibre à trouver là-dedans. Puis quand j'ai soumis les premières versions à Suzanne, l'équilibre n'y était pas. Puis je lui demandais ses conseils. Je lui disais comment on a vraiment construit ce personnage-là. Puis par rapport à celui de Anne et Antoine, les dialogues étaient très, 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 très précis. Puis donnaient, je pense, une idée assez concrète de qui allait être, avec qui, un bon terrain de jeu. de qui allait devenir les personnages. Or, pour Kayla, le dialogue est plus ou moins indicatif. Il n'y en a pas. Elle est bègue. Ouais. Donc, il y avait... Puis ça peut être très énervant, un personnage bègue aussi. Ça peut être très, très irritant. Puis je pense que je suis extrêmement heureux de la performance de Suzanne puis de ce qu'on a créé ensemble. Je pense qu'on a... Moi, en tout cas, je trouve qu'on a réussi à éviter les écueils du personnage secondaire dont on n'arrive jamais vraiment à s'attacher complètement à elle, mais sans vouloir qu'elle... Tu sais, là, je suis heureux, je suis heureux. C'est tout ce que j'ai à dire. Bravo. Côté, question au milieu. Bonjour, Catherine Beauchamp, Montréal, MSN.ca, le tapis rose de Catherine. Je voulais vous dire premièrement que je suis extrêmement fière de vous voir ici en avant. Je suis sûre qu'on l'est tous. Xavier, tu aurais pu tourner ce film-là avec une distribution internationale. Tu as choisi d'y aller avec 2 de tes muses, Suzanne Clément et Anne Dorval, et avec Antoine-Olivier Pilon. Pourquoi avoir choisi de prendre des acteurs et actrices du Québec et de faire un film Made in Québec? En fait, je ne sais pas si ta question s'apparente au fait que tu as entendu parler que... Enfin, je ne sais pas, mais je pars d'ici que... c'est vrai que c'est une idée, en fait, dont j'ai parlé à Anne Dorval il y a très longtemps. J'avais lu un article dans le Reader's Digest sur une mère qui avait abandonné son fils dont elle avait extrêmement peur. Elle avait abandonné son fils dans un hôpital.
son fils de 7 ans qui la traitait de tous les noms, qui la frappait, qui la violentait, savait plus comment gérer. Puis évidemment, sans l'assurance maladie dont nous, on peut jouir, la situation était vraiment catastrophique pour elle. Bref, j'ai pas réussi à retrouver l'article, j'ai pas réussi à retrouver les cercles. J'aurais voulu, en conférence, en parler un peu plus, de manière plus concrète, mais cet article-là m'avait vraiment bouleversé. Puis, c'était pas très longtemps après J'ai tué ma mère. En fait, c'est très, très tôt que je t'ai parlé de ce projet-là. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je voulais le faire aux États-Unis. Tu vois? Non, mais je me disais, je rêvais à plus tard dans ma carrière. Je me disais, un jour, je vais faire ce film-là aux États-Unis avec des acteurs américains. Puis, finalement, les 5 dernières années m'ont emmené dans des retranchements intimes pour certaines histoires, moins intimes pour d'autres, mais où j'ai pu construire une relation avec des acteurs, avec des créateurs, avec des gens qui me font sentir bien, puis des gens qui m'ont fait réaliser que mon réflexe en cinéma est dans ma langue, chez moi, dans les rues que je connais, dans le quartier que je connais, dans le quartier qui m'inspire. Je suis capable d'en sortir un peu, là, je fais pas juste des films qui se passent au coin de... Mais... Hein? Il y a une force qui vient de là. Mais oui, je pense que on puise une certaine force puis une inspiration, en quelque sorte peut-être même pérenne de l'endroit dans lequel on vit, où on observe les gens, où on a grandi, on connaît les parfums, on connaît les coins de rue, on connaît le nom des gens. C'est moins déstabilisant. Puis c'est pas que j'ai pas envie de me mettre en danger, c'est que jusqu'à maintenant, j'ai toujours été inspiré de cette manière-là et entouré de ces gens-là. C'est pas une limite, c'est un choix, c'est un privilège, tu sais. Tout, tourner en anglais, tourner en français, c'est un film. Puis, Mommy s'est imposé comme étant une histoire, en fait, qui était beaucoup plus proche de mon enfance, pas de la mienne, mais en périphérie, à Longueuil, dans les banlieues, assez pour que je décide de la localiser là, à ce moment-là, puis de retrouver Anne, que j'avais tellement hâte de retrouver parce qu'elle me manquait comme créatrice, tu sais. Et puis Suzanne aussi, puis pouvoir enfin travailler avec Antoine sur un projet plus substantiel qu'un vidéoclip. Donc, j'ai choisi de le faire au Québec parce que je suis québécois. Bonjour, journaliste Bianchine, et je vais essayer de poser la question en français avec mon accent. Et félicitations d'abord pour tout le monde, c'est un film super. Et j'ai une question pour M. Dolan. Pourquoi vous jouez autant de rôles dans votre film? C'est comme réalisateur, montage, même le sous-titre chinois, sous-titre anglais, français. Et comment vous pouvez travailler en même temps 12 rôles? Je crois que c'est un peu dur, non? C'est beaucoup de travail. Merci. Oui, c'est beaucoup de travail, mais en même temps, ce sont des disciplines qui me passionnent. J'aime faire les costumes d'un film. J'aime énormément faire les costumes d'un film, assez pour vouloir le faire entièrement, pour vouloir profiter de ce plaisir-là de créer. Je pense que les costumes sont souvent peut-être négligés dans le cinéma. On ne réalise pas que le costume est le premier contact visuel qu'un spectateur ait avec un personnage. C'est le langage le plus abouti d'un personnage après ses mots, après ses dialogues. Donc, après, par rapport aux autres choses, je ne sais pas comment répondre à votre question sans... tout le monde me le demande. Est-ce que je suis un control freak? Est-ce que je suis un... je ne sais pas, ça me passionne. Je fais ce que j'aime faire, puis ce dont je me sens la capacité, en fait, de faire. J'essaye de m'arrêter là où je comprends pas, là où j'ai pas... Puis il y a un plaisir immense à travailler au décor avec Colombe Rabi à la direction photo, avec André Turpin, avec des créateurs qui m'impressionnent, qui me remettent en question aussi, qui s'interrogent sur certains de mes choix, qui vont me dire même parfois c'est un peu mauvais, ça fait un peu étudiant, ou des trucs comme ça, ou ça, non, on l'a déjà vu, ou, tu sais, on se pose des questions ensemble, puis on crée le film collectivement, mais c'est pas que je veux pas déléguer, puis c'est pas dur non plus, c'est juste que c'est en moi, c'est dans ma tête. Comprenez, à partir du moment où j'écris un film, j'ai déjà monté sa bande-annonce.
Ouais, c'est vrai, en plus. Puis je la lui montre dans son salon 6 mois plus tard et elle est au frame près comme elle devait être. T'sais, donc pour marcher vers cette direction-là, vers ce rêve-là qu'on a, un peintre prend ses pinceaux, prend ses toiles, peint. C'est un artiste à part entière et son œuvre est la sienne. Et moi, je pense que le cinéma implique énormément de discipline, puis énormément de créateurs, mais même s'ils se créent collectivement, je pense quand même qu'ils se pensent de manière solitaire. Ils se pensent, puis ils s'inventent de manière solitaire. Ils se concrétisent après, en groupe. Mais je dis pas ça pour être prétentieux ou pour ostraciser d'autres métiers très importants, d'autres créateurs importants. Mais tant et aussi longtemps que je me sentirai le temps, l'énergie et la passion de faire les costumes d'un film ou le montage d'un film, je le ferai. Ce sera peut-être pas le meilleur montage possible pour ce film-là, mais ça va être le montage de mon film. Donc c'est comme ça que j'essaie de penser. Ça ne veut pas dire que je travaillerai jamais avec d'autres personnes au costume ou au montage, mais c'est ce qui peut justifier peut-être cette omniprésence de mon nom au générique, très lassante. Nancy, j'aurais une question pour vous. Xavier vient de parler des nombreux chapeaux qu'il porte sur le tournage. Vous êtes productrice, qu'est-ce que vous apportez au film, à part, je ne sais pas, déjà le travail énorme de monter le financement? Ce serait presque à Xavier de répondre à cette question, mais ce que j'apporte, j'oserais dire ma vision, mon humanité, parce que je suis quand même quelqu'un de très près des gens avec qui je travaille. Je parle des acteurs, des techniciens et beaucoup de Xavier qui est devenu un très grand ami, quelqu'un que j'aime et que j'accompagne, je crois, sous tous ses chapeaux. Je pense qu'on peut dire aussi que Nancy, en tout cas pour moi, c'est un peu comme notre ange gardien. On a eu à quelques moments des problèmes avec notre entourage, dépendamment des lieux de tournage. Puis je pense que Nancy a toujours été là pour baisser un peu la tension puis nous garder en confiance. Puis Nancy, je pense, en plus de cette gestion-là dont Antoine parle, a un rapport très, très concret et très intime avec les acteurs, qu'elle rassure, qu'elle protège beaucoup, je dirais. C'est une productrice qui fait énormément de choses, qui est, elle aussi, je pense, control freak. Tu supervises tellement... Non, mais déclaration d'amour, maintenant. Qui supervise énormément de choses, qui veille à ce que plusieurs entreprises différentes qui pourraient relever de plusieurs autres départements soient menées à terme. Et ta présence, en fait, est apaisante pour tout le monde. Oui, mais ce serait superficiel. On ne peut pas juste limiter ça à ça. Ton intelligence, ton goût du cinéma, ta maîtrise de la structure financière, de ton goût de créer, de faire des films. Juste préciser, ça fait combien de temps que tu... McGill, c'est quand déjà? C'est combien de temps que tu es en cinéma? Ça fait 7 ans. Puis c'est 7 ans. C'est 7 ans, puis sa feuille de route est juste absolument intimidante, surtout dans une industrie comme l'industrie québécoise, où les productions sont plus limitées à cause du nombre de productions qu'on peut faire par année. Moi, je suis très admiratif de ta personne et de ton travail, et très content qu'on se soit rencontrés. Puis j'ajouterais une chose, en fait, je pense aussi que je suis une productrice très exigeante envers les réalisateurs, réalisatrices avec lesquels je travaille, qui sont souvent aussi les scénaristes, parce que je crois en eux, je les choisis parce que j'ai une foi absolue en leur talent et donc je suis très exigeante. Non, puis cette exigence-là nous conduit... En fait, c'est que tu as une compréhension de ce que veut dire la production. Tu es une productrice, tu n'es pas quelqu'un qui gère des fonds publics ou qui gère des budgets ou qui appelle pour dire vous êtes en retard ou l'exigence dont tu parles fait en sorte que ta vision améliore le film, nous conduit vers la production. On a l'impression qu'il n'y a pas juste un film qui est lâché comme ça, il est encadré, c'est ton encadrement et moi je crois beaucoup à la notion de production. La notion de production qui s'étend à toutes les disciplines, à tous les domaines, à toutes les étapes d'un film puis qui en font un produit fini, prêt à être partagé et dont la structure narrative est intelligible, pas juste un objet d'art. Bon, ça suffit. Oui. Merci.
Brian. Brian Johnson, Maclean's Magazine. Brian Johnson, Maclean's Magazine, Canada. Xavier, Jean-Luc Godard is here with a film called Adieu au langage. Jean-Luc Godard est ici avec un film intitulé Adieu au langage. Vous n'avez pas dit adieu au langage. Il y a beaucoup d'échanges verbaux dans ce film. Il est intéressant de voir le vocabulaire que vous utilisez dans ce film, surtout ici en France. Il y a énormément d'argot, etc. Nous sommes ici aux Jeux Olympiques du cinéma mondial. Si vous gagnez la Palme d'Or, est-ce que vous pensez que ce sera une victoire nationale? Est-ce que ce sera la victoire du Québec ou du Canada? Good one. Bonne question. Bien joué. Vous pouvez répondre d'abord à cette question, ensuite j'ai une seconde question. Allez-y pour la deuxième question. Vous pouvez répondre aux deux avec beaucoup de plaisir. Alors ici, dans ce festival international, que pensez-vous de cette vision cette vision que l'on a ici en France de votre cinéma, vision vernaculaire. Alors vernaculaire, vous voulez dire quoi? C'est le langage des gens, tel que les gens parlent leur langue. Quelle est votre question sur la France? Je n'ai pas compris. Désolé, je suis ignorant. J'ai toujours pensé que la France s'est habituée à considérer avec un air amusé le Québec. Alors pour votre première question. Alors est-ce que nous allons avoir un prix? Devrions-nous avoir un prix? Moi je suis québécois, le Québec est au Canada, ça c'est une chose que l'on sait, on a remarqué. Alors quels que soient les points de vue politiques des uns ou des autres, j'ai le sentiment que mon film est très québécois, mais que ce serait certainement une victoire internationale si j'avais un prix. Pour moi, ce que je vous dis est très personnel. Pour moi, mon film ne traite pas d'un pays ou d'une province. Ma génération ne s'associe plus, d'ailleurs, à tout cela. Non, mon film est plutôt un message extraordinaire à transmettre aux gens de mon âge, de ma génération, un message d'espoir. J'aimerais vraiment pouvoir montrer que mon film est plein d'espoir. Bien sûr, ça fait déjà un certain temps qu'on essaie de prouver aux gens qu'il faut qu'ils s'expriment, quel que soit leur âge. Donc, je pense que ce qui m'intéresse, c'est plutôt la façon dont les gens vont voir mon film. Ce n'est pas une question de victoire nationale ou pas. En fait, ça fait partie de notre propre histoire nationale. C'est quelque chose d'ambitieux, d'extraordinaire. Mais je préférerais réussir à arriver dans le haut de ce tapis rouge, dans le haut des marches, sans avoir trébuché. Super débile. Allez-vous faire des films en anglais? Oui. Oui, j'ai écrit un film en anglais intitulé « La vie et la mort de Geoff Donovan ». Le titre pourrait même être encore plus long. Je ne sais pas ce qu'on va faire avec cela, mais j'ai écrit cela avec Jacob Turney, qui est québécois. Et nous avons soumis ce projet à l'attention de différents agents et j'espère avoir une réponse prochainement. Peut-être même à midi aujourd'hui. Non, en fait, j'attends. Je vais retourner
à l'école à l'automne pour essayer d'avoir une vie un peu plus normale, rencontrer des gens de mon âge, leur faire la bise ou autre. J'ai une question pour les trois comédiens. Xavier a expliqué que lorsqu'il vous a présenté le scénario, il savait déjà tout dans sa tête. Il savait au cadre près à quoi allait ressembler l'abandonnance. Quel est votre rapport? Comment est-ce que vous construisez ensemble vos personnages? Est-ce qu'il y a un aller-retour, un va-et-vient, un échange? Ou est-ce que c'est tout dans le scénario déjà? Moi, je sais pas. Il y a beaucoup d'indices dans le scénario. Il y a beaucoup de choses, évidemment, mais c'est jamais coulé dans le béton avec Xavier. On peut toujours transformer les choses. On peut toujours se laisser surprendre par l'opinion de quelqu'un qui ne sont pas nécessairement des acteurs non plus. Ça peut être le directeur photo. Il y a toutes sortes de choses qui viennent influencer des dialogues. Le scénario peut prendre un autre chemin à un moment donné qui est plus intéressant. Et c'est ce qui est bien avec lui, parce qu'il a l'air très, très sûr de tout ce qu'il fait. Il a une idée en partant, mais c'est le propre des réalisateurs intelligents aussi, pour moi, que d'avoir l'esprit ouvert et d'entendre ce que les autres ont à apporter pour qu'ils puissent s'en servir et devenir meilleurs. Et Sam Mendes l'a dit, et je le trouve brillant. Et Xavier est comme ça. Et moi, je trouve ça rassurant d'avoir des réalisateurs comme ça. Je les trouve encore plus intelligents. Moi, je me sens plus intelligente et j'ai plus envie encore d'y participer. Et ça fait que tout le monde est heureux. Bon, voilà. Mais je sais pas, allez-y. Oui, je pense qu'en fait, tout est très, très, très écrit. Quand on lit un scénario de Xavier, c'est extrêmement plaisant d'ailleurs, parce que même la musique, il sait exactement où ça commence, où ça se termine. C'est extrêmement construit, c'est extrêmement jouissif à lire. Par contre, c'est vrai que dans le tournage, il y a une notion d'abandon au plaisir. J'avais entendu, je pense, Adèle Exarchopoulos se parler de Keshish en disant ça, qui cherchait à ce que les acteurs, à un moment, aient du plaisir à jouer. Je pense que c'est le cas de Xavier aussi. Donc, il y a certaines scènes, évidemment, on a moins de temps, comme dans tous les tournages, mais il y a vraiment des scènes où, tout à coup, la scène devient autre chose parce que Xavier est avec nous et puis qu'il nous amène, il nous libère, il nous amène dans des lieux qu'on n'attendait pas du tout, en fait, auquel on s'attendait pas à, je sais pas, à s'abandonner. C'est une phrase que je viens de faire? Je sais pas. Ça, c'est très bien. La syntaxe n'était pas claire, mais il travaille beaucoup en collaboration, c'est-à-dire qu'il nous dirige aussi pendant qu'on tourne, souvent, donc ce qui crée des moments très étonnants. Il joue avec vous, en fait. Moi, je trouve que Xavier joue avec ses acteurs, même s'il n'a pas un rôle dans celui-ci. Il n'y a pas de rôle, mais il joue avec eux. Oui. C'est en symbiose avec chacun des personnages, en fait. C'est vrai. De plus en plus, en fait, la façon dont il travaille, ce que je trouve, c'est que physiquement, il devient chacun des personnages quand il travaille devant nous. J'ai pas vraiment d'autre chose à dire. Je pense qu'on a fait le tour, mais c'est ça. Moi, si je fais ça, c'est vraiment parce que j'ai un grand plaisir à faire ça. Puis je pense que Xavier ne fait qu'entretenir cette passion-là de mon côté. Et je crois que c'est important d'avoir un certain plaisir à faire ça sur les plateaux de tournage. Quand ça revient à une question de travail ou de nécessité, on perd un peu la magie qui amène des aussi beaux résultats que le film, je crois, que je n'ai toujours pas vu encore. Mais même si on n'a pas toujours le dernier mot, je pense que sur les plateaux de tournage, c'est vraiment dans les décors, dans nos costumes, aussi où est-ce qu'on arrivait à venir ajouter notre touche et qu'on venait ajuster les derniers détails sur différents... Mais aussi, si je peux me permettre, vous êtes aussi 3 acteurs. Vous êtes très créatifs. Votre proposition est intéressante, mais pendant la scène, par exemple, il y a une proposition de personnage que vous tenez d'un bout à l'autre du film. Ça, c'est normal. C'est ce qu'on espérerait qu'un acteur fasse. Mais moi, ce qui est inespéré pour moi, c'est
deux choses. D'abord, que vous soyez créatif à l'origine. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont une créativité, qui ont un soin du détail, qui comprennent l'importance des je sais pas, des petits moments comme ça isolés qui sont pas écrits dans la scène, dont on n'a pas parlé, mais qui viennent, vos idées, vos moments. Tu sais, quand on regarde une scène, on l'étudie, on se dit, ah, ici, je pourrais faire ça, mon petit truc ici, là, mon petit... Je parle pas de tic, je parle pas de... Mais vous avez cette créativité-là, puis ça rend l'expérience complètement inspirante, tu sais, pour moi, en tout cas. Bon. Pourquoi je pensais que ça continuait de le dire? Ah, c'est Kevin Soup. Non. Alors, attends, pour une dernière question. Oui. Bonjour, vive il cinema, revue italien. Je trouve que film après film, vous avez... les personnages sont plus complexes, il y a une complexité majeure. Il y a une espèce de romantisme à vous-même. Je pense que là, au centre de vos films, il y a l'amour, l'espoir, la liberté. J'admire beaucoup tout ça. Mais sur ça, je vous demande une petite chose sur le film. À la fin du film, l'adieu entre Diane et Kayla. Et Diane, elle dit, je fais un choix douloureux, je me suis séparée de mon fils, c'est à vous de faire quelque chose. Vous avez considéré à un certain moment que la relation entre les deux femmes pouvait avoir une différente direction, de se mettre ensemble ou des choses comme ça. Et la deuxième question, c'est les références. C'est un peu idiot de parler de références de cinéma, mais vous avez parlé de Titanic. Alors vous vous sentez proche de quelques directeurs, peut-être Ozon, je ne sais pas. Merci. Je sais c'est quoi la première question? C'est sur le romantisme? Sur, Oui. J'ai une réponse pour vous. J'essaie juste dans ma tête d'organiser certains mots et avec adresse et douceur. J'ai perdu, moi aussi j'ai perdu. Est-ce que tu La première partie de votre question, on l'a oubliée. Oui, Tout la première partie, c'était si à la fin du film, l'adieu pouvait être différent, pouvait être le début d'une relation. Non. C'est un film sur l'amitié et surtout sur les vies qui entrent en contact comme ça de manière temporaire. Les amitiés évanescentes qui disparaissent quand on a terminé. Kayla entre dans cette relation-là à travers un enfant qui lui inspire quelque chose et qui lui rappelle quelqu'un. À ce moment-là dans sa vie, elle a besoin de ces deux personnes-là. Ces deux personnes-là ont besoin d'elle. Mais il est clair depuis le début que la relation qu'elle entretient avec Dai tient à ceci que Steve fasse partie du triumvirat. À partir du moment où Steve part, Kayla aussi. Et puis, la vie aurait fait les choses de la même manière puisqu'elle déménage de toute façon. Mais elle pourrait entretenir un lien, mais elle est vraiment venue dire adieu, en fait, à cette femme-là. Puis non, elles n'auraient pas pu se mettre ensemble. Il n'y a pas d'ambiguïté sexuelle entre les deux personnages. Il y a vraiment un pur besoin de deux femmes d'un âge presque semblable de vivre une amitié ensemble. Mais je pense aussi que Kayla vit un deuil et que à travers ces deux personnages-là, elle fuyait son deuil d'une certaine façon. Elle l'évacue. On peut dire qu'elle le guérit, on peut dire aussi qu'elle le fuit. Et à partir du moment où c'est plus le cas, en fait, peut-être même que la séparation entre Dai et son fils fait ressurgir le propre deuil de Kayla. Elle n'a qu'une envie, c'est de fuir cette relation-là. Donc, dans un sens, c'est sûr qu'il y a une lâcheté d'une certaine façon. Ouais, un égoïsme peut-être. Un égoïsme, oui. Un instinct de survie aussi, peut-être. C'est pas... Tout ça qui est très humain. Mais c'est juste que c'est triste, mais c'est fini. L'amitié est juste... L'amitié s'est envolée. L'amitié est née dans le bonheur. Il y a eu un moment de répit pour ces gens qui ont voulu croire ensemble, qui allaient remonter la pente. Et puis finalement... La maladie, les circonstances, la vie les rattrape et les remet à leur place, tous individuellement. Chacun retourne dans sa case, comme au début du film. Ça a été un beau moment, mais c'est fini. Les modèles, les références, les... Oui.
Oui, j'ai je suis tellement heureux de le dire ici à cette tribune. Mes références en termes de cinéma sont beaucoup moins généreuses et nombreuses que les gens ne l'imaginent ou ne le décident pour moi. J'ai aimé regarder beaucoup de films entre l'âge de 15 et 18 ans, je dirais. J'ai vu beaucoup de films, j'ai tenté de m'instruire. J'ai pas eu une enfance où mon père m'emmenait dans un cinéma avec un projecteur 35 mm, puis on découvrait les films de Bergman. Non, on allait voir Mathilda. Donc, dont l'actrice d'ailleurs ne veut pas jouer dans Madame Doubtfire 2. Une erreur selon moi, mais enfin. J'ai regardé la IMDb et puis elle pourrait... voilà. C'est pour elle. Donc, oui, j'ai des héros, moins qu'on pense, et pas ceux qu'on pense. Mais la manière, moi, de me préparer pour un film, c'est, par exemple, pour moi, l'inspiration majeure de Mommy, visuellement, c'est The Ballad of Sexual Dependency de Nan Goldin, qui est un livre de photos, qui est tout aussi évocateur pour moi qu'un film qui nous dit quoi faire ou comment faire. Ou, il y a des films que j'admire éperdument. Je ne vais pas tous nommer lesquels. Mais j'adore, je suis éperdu d'admiration pour Paul Thomas Anderson, qui est une personne qui a un grand respect pour les acteurs. Peut-être même, qui sait, qu'il les aime peut-être même trop des fois, mais il les aime tellement, puis il les pousse à des niveaux supérieurs de jeu, où ils explorent ensemble différents types de jeux, différentes sortes d'interprétations, un style plus latin, un style plus sec, un style plus théâtral, un style plus... Et sa polyvalence est juste... force tellement l'admiration, tu sais, de pouvoir passer de There Will Be Blood à Punch Drunk Love. Ben, c'est pas dans cet ordre-là, mais enfin, c'est juste une versatilité qui force l'admiration. Tu sais. Donc oui, j'ai des héros. Je dirais que celui dont je me sens le plus proche visuellement et humainement, c'est Gus Van Sant. Je le trouve aimant envers ses personnages, libre dans sa forme, pas toujours rectiligne dans sa structure narrative, ce que j'aime. Moi, j'aime les films qui, pour des raisons émotives, se permettent des digressions ou certains égarements, en autant que ça ne dure pas trop longtemps. Et c'est pour ça que j'ai un respect immense pour tout son travail. Ses courts-métrages, j'ai beaucoup. C'en est un parmi plusieurs autres. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de s'engager dans une telle conversation, mais... pour Mommy, en tout cas, je pensais beaucoup à Gus Van Sant. J'ai même pas regardé vraiment de film de Gus Van Sant avant. On voulait faire un plan à un moment donné, vraiment comme dans Elephant, mais ça n'a pas fonctionné. On l'a pas fait finalement. Enfin. Mais non, c'est surtout les magazines, les livres de peinture, puis les livres de photos que moi je regarde pour m'inspirer avant de faire un film. C'est ça qui me... C'est que je sens que ça stimule mon imaginaire sans... me conduire vers le plagiat, ou vers l'épigone, qui reproduit exactement les mêmes choses. Je l'ai fait, je pense, en plus dans J'ai tué ma mère, je l'ai fait avec maladresse. Certaines influences étaient patentes. Puis je pense que de film en film, on essaye de trouver sa propre voie. De rien. Merci à vous tous d'être venus nous rencontrer. Merci pour votre film.